Serge nous dit oui, oui, on nous voit et on nous entend. Eh bien, parfait. On va pouvoir commencer du coup. J'espère que la digestion se passe bien, que vous avez bu un café et un thé parce que vous allez voir, pour cette conférence, c'est l'heure qu'on va passer ensemble. Vous allez voir, c'est riche en informations. Donc, on commence. L'idée de cette conférence, c'est de partager avec vous des conseils d'experts et des méthodes d'experts in-house qui travaillent dans des organisations, on va le voir, des marques leaders, des organisations parfois complexes et avec des forts enjeux. Et c'est un nouveau format qui me tenait à cœur, où je voulais vraiment, je dirais, ramener du concret, du pragmatique, du terrain, entre guillemets, côté in-house, pour que vous puissiez en profiter tout simplement. Et donc, j'ai la chance, et c'est une énorme chance, d'être à côté de non pas un expert, ni deux experts, mais de 4 experts pour justement vous partager leurs conseils. Donc, Antoine, tu es international SEO manager pour le groupe SEB. Thibaut, tu es responsable SEO pour Unimedia. Marion, tu es senior content manager pour les Furets. Et Anthony, tu es directeur SEO également pour les Furets. Merci à vous 4 d'être présents. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Sublime. Alors, on démarre directement parce que vous allez voir, il y a beaucoup d'informations. Premier aspect, juste pour le dire, pour le rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas SEMJ, en plus, voilà, tous les 4, vous utilisez SEMJ au quotidien. SEMJ, c'est un logiciel qui vous permet tout simplement de maximiser la performance SEO de vos contenus. Pour la faire courte, et il y a 2 nouveautés à avoir en tête, alors que ce soit pour nos clients actuels ou pour ceux qui s'y intéressent. Eh bien, c'est Search Intelligence qui a été lancé il y a quelques mois, qui permet une analyse concurrentielle augmentée par l'IA. Et également, aujourd'hui, nous lançons AI+ Brain Voice. Justement, on en parlait tous les 5 ensemble, qui vous permet de générer un contenu qui est à la fois optimisé SEO et avec votre ton de marque. Donc, on vous invite à aller découvrir ces belles nouveautés. En plus, il y a une offre spéciale pour les nouveaux clients. Assez parlé de SEMJ, justement, en termes de programme, qu'est-ce qui nous attend ? On va déjà en profiter d'avoir autant d'experts à mes côtés. Je vais vous poser 3 questions pour que vous puissiez justement nous donner vos retours terrain. Et après, dans ce format, eh bien, j'ai demandé à chacun de choisir un partage d'expérience concret pour que vous puissiez tout simplement en bénéficier. Gros avantage, on le verra, vous travaillez chez des très belles marques, avec des très grandes et très belles organisations. Et donc, on va voir, c'est du conseil que je trouve extrêmement poussé. Alors, peut-être pour commencer, en termes de questions, je vais commencer par toi, Antoine. En termes de content et de SEO, justement, quel est le niveau d'importance justement de ces sujets, content, SEO, au sein du groupe SEB, qui est une entreprise gigantesque? Alors, en 2 mots, vraiment, c'est clé. Le contenu, et c'est même aujourd'hui le premier pilier qu'on cherche à développer. Sublime. Et de ton côté, toi, Thibaut? Un peu pareil, hein, c'est niveau d'importance capitale, puisque pour nos principales marques, le trafic SEO, ça représente environ 80% du trafic global. Ce n'est pas forcément une très bonne pratique, mais c'est comme ça. Donc voilà, évidemment, capital pour nous, tout ce qui est content et SEO. Génial. Bon, sachant qu'en plus, tu es côté média, donc forcément, le pourcentage de trafic SEO potentiellement est un peu plus élevé. Et de votre côté, Anthony, chez les Furets? Chez nous, très important aussi, on est à 60% en moyenne de trafic SEO. Donc, sur des produits assez compliqués, on a besoin de contenu pour expliquer un petit peu tout ça, quoi. Ok, donc 60%. Super. Donc, bonne réponse pour tous les 3. Aucun de vous n'avait dit le SEO, c'est nul, ça ne sert à rien. Bravo. Donc, on continue. Deuxième question, notamment Marion. Si tu devais choisir pour l'univers content, SEO, alors que ce soit chez les Furets ou de manière générale en termes d'expertise, qu'est-ce qui a été le sujet le plus marquant pour toi sur 2024? Le développement de l'IA, clairement, et de l'arrivée de ChatGPT, qui a changé énormément de choses dans nos métiers.
Super. Je suppose que tu vas nous en dire un peu plus juste après. Et toi, Thibaut, de ton côté? Core update de mars 2024. Bon, on a fait x2 sur nos principaux sites. Donc voilà, ça fait des courbes de fou furieux. C'est plaisant. Donc on a travaillé dur pour avoir ça. Mais voilà, pour une fois, les core updates, là, c'est vraiment un bénéfice total. Donc souvent, quand on fait la veille SEO, on voit plein de posts en mode la courbe qui Oui. tombe. Et toi, tu fais partie des courbes qui montent. Sachez que les core updates peuvent faire des heureux. Donc c'est un excellent point. Et de ton côté, Antoine? Alors, je ne vais pas être très original, mais le développement vraiment toujours plus intense de l'IA, aussi l'IA générative et son impact au final sur les contenus, qui oblige les marques à créer des contenus toujours plus qualitatifs, à forte valeur ajoutée pour que ça performe derrière. Excellent. Bah, vous m'aidez à faire la transition. Du coup, justement, si on regarde à 12 mois, même un peu plus, sur 2025, est-ce que l'IA est un enjeu grandissant pour vos équipes? Et si oui, comment vous voyez les choses? Marion, tu dirais quoi? Oui, bah, enjeu grandissant pour les équipes, pour l'entreprise, même au global. Moi, je dirais que c'est un super assistant qu'il ne faut pas hésiter à utiliser pour toutes les tâches, chronophages. Les choses qui nous prenaient beaucoup de temps autrefois, faire je sais pas, des synthèses, des résumés, de la recherche d'infos. Pourquoi se priver d'un outil qui fait ça beaucoup plus vite que nous et presque aussi bien que nous? Génial. Et de ton côté, Antoine? Sujet clé aussi et à tout niveau, pas juste l'IA pour la création de contenu, mais plus largement l'IA et l'automatisation pour vraiment intégrer tout ça à l'intérieur de nos process. Ok. Pour gagner en productivité, j'imagine, en Ouais, idéation. exactement, c'est ça. Ok. Et Thibaut? Enjeu grandissant également. Après, voilà, il faut que je tempère un peu. C'est vrai que moi, je le vois aussi comme un défi, un combat supplémentaire au sein de mon entreprise. Comme ça l'a été pour le SEO, pour SEMJ, c'est encore quelque chose à faire adopter à nos rédactions parce que ça va les faire sortir une fois encore de leur zone de confort. Et ça, c'est jamais facile. Donc oui, enjeu grandissant, mais aussi nouveau combat. Donc voilà, ça va pas être simple, il va falloir être stratégique. Donc, avec l'enjeu de comment on embarque les équipes sur les Exactement. avantages. Sans leur Bien, faire peur. merci à vous quatre pour ces retours d'expérience. Et maintenant, on va passer justement au partage d'expérience que vous avez choisi. Avant, on va commencer par Antoine. Donc, Antoine, tu travailles pour le groupe SEB. Je pense qu'on connaît tous le groupe SEB. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors, certains d'entre vous connaissent peut-être pas le groupe SEB. Par contre, j'imagine que tout le monde au moins connaît l'une de nos marques et possède l'un de nos produits à la maison. On est aujourd'hui leader mondial du secteur des petits équipements domestiques, principalement les équipements de cuisine, entretien de la personne ou de la maison. Et aujourd'hui, le groupe SEB, c'est 33 marques, présents dans 150 pays, plus de 33 000 collaborateurs, et on a aujourd'hui plus de 200 sites web, dont 75 e-commerce, pardon. Oui, donc 33 marques, 150 pays, 200 sites web. Le soir, Un beau quand tu terrain de te jeu. couches, quand tu te couches le soir, tu dois être bien. Et alors, du coup, C'est en ça. termes d'objectifs et d'organisation d'équipe, ça donne quoi? Alors, en ce qui concerne nos objectifs SEO, c'est relativement simple. Aujourd'hui, on a des marques très fortes, avec une notoriété qui est quand même assez importante, mais sur les requêtes génériques, non brandées, c'est un peu plus difficile. Aujourd'hui, la grande majorité de notre trafic organique vient de requêtes brandées. Et aussi le fait que le SEO, c'est un sujet relativement récent pour l'organisation, car on a lancé notre premier site e-commerce il y a environ 5 ans. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de développer notre visibilité sur les requêtes non brandées, qui correspondent à des requêtes plus haut, milieu de funnel, sur des phases de recherche d'information ou de considération. Et en termes d'organisation, maintenant, donc, le groupe SEB, c'est une organisation assez décentralisée. Chacun de nos marchés est responsable de son business et définit quelle part de son budget il va investir dans le SEO, avec certes des recommandations de l'équipe centrale, du siège. Et donc, l'équipe SEO, aujourd'hui, elle se trouve au niveau du central, du siège, du corporate, et plus particulièrement dans la partie digitale et marketing de l'organisation. En centrale, on travaille avec énormément d'équipes, les brand managers qui définissent l'image de marque, de nos 33 marques, l'équipe média, paid, acquisition, on a une content factory aussi avec qui on travaille, il y a toutes les équipes IT pour l'aspect technique, nos BU qui pensent et développent la stratégie de nos produits, et les équipes e-commerce qui vont travailler sur toutes les
les sites e-retailers et sur Amazon notamment. Et donc aujourd'hui, je suis accompagné par 2 agences, une agence qui se focalise uniquement sur l'aspect technique de nos sites et une agence plus globale sur la stratégie et le développement des actions opérationnelles, pour lequel on a défini une organisation bien spécifique où en fait on a un lead régional pour chacune de nos grandes régions, Europe, Asie, Amérique, qui va pouvoir faire descendre l'information du central jusqu'à chacun de nos marchés et qui va aussi faire remonter l'information de tout ce qui se passe en marché, des performances, des bonnes pratiques, etc., jusqu'à moi. Et après, les marchés, chacun de nos marchés, en fonction de leur budget et de leur volonté d'investir dans le SEO, font appel à des consultants locaux, natifs, pour vraiment développer leur SEO opérationnel pour chacun de ces marchés-là, quoi. Et donc, je pense qu'on peut dire, qui dit taille exceptionnelle demande organisation exceptionnelle. Je rappelle, un groupe SEB, plus de 30 000 employés, donc forcément, d'un point de vue SEO, sacrée organisation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les chiffres clés à avoir en tête ? Oui, exactement. Alors, j'ai fait un focus sur l'aspect contenu parce que c'est vraiment un sujet, c'est notre principal sujet en termes de SEO. C'est ce qu'on veut vraiment développer dans les années à venir. En 2023, on crée moins de 100 contenus SEO sur l'année. C'est relativement peu. Et dans cette volonté de développer notre visibilité sur des requêtes non brandées, génériques, donc plus concurrentielles aussi, on veut vraiment booster ça avec des objectifs à 700 contenus publiés l'année prochaine, plus de 1200 en 2026. Et là, je parle de vraiment minimum. Et je rappelle, on est dans un contexte où voilà, énormément de marchés, énormément de marques différentes, parfois des produits vendus, les mêmes produits vendus dans 2 marques différentes. Donc, il y a tout ça à prendre en compte aussi. Très, très, très intéressant. Et du coup, quel est le partage d'expérience que tu as choisi ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Justement, je voulais vous partager aujourd'hui comment nous, on développe une stratégie de contenu à l'international dans ce type d'organisation-là. Et c'est ce partage d'expérience que je voulais vous donner aujourd'hui. Super. Allez, on t'écoute. Alors, la première étape, l'une des plus importantes, c'est le partage des enjeux clairs. Dans une grande organisation comme la nôtre, il y a énormément d'équipes, donc tout est très, très bien segmenté. Et il faut des enjeux très simples et clairs à partager. Et aujourd'hui, ce que moi je partage à l'ensemble des équipes, c'est il faut se positionner sur des requêtes non brandées si on veut développer notre visibilité SEO. Et comment on le fait, il faut que ça passe par la création de contenu en masse. Certes, de qualité, mais en masse, parce qu'on part de très loin. Et donc ça, c'est une vision très simple à comprendre, très claire, et à qui on le partage, à tout le monde. Pour être honnête, à toutes les équipes centrales que j'ai pu mentionner avant, que ça aille jusqu'au top management, mais aussi aux équipes opérationnelles, que tout le monde ait la même vision, l'objectif à atteindre à 2-3 ans. Et puis, comment on le partage ? Dès qu'on prend la parole, que ce soit dans des meetings restreints ou plus largement, lors de webinars internes, de formations, etc., on partage cette vision pour que tout le monde ait cette même idée en tête. Et donc, un énorme travail d'évangélisme et d'aligner les objectifs de chacun avec la brique SEO, quoi. Ouais, exactement. Communication, influence, voilà, énormément de démocratisation du sujet. OK. Il nous fallait trouver le bon outil, bien entendu. Et je vais parler un petit peu de SEMJ parce que c'est l'outil qu'on a sélectionné fin d'année dernière pour nous accompagner dans ce développement des contenus. On a choisi SEMJ pour 3 raisons principales. On a la possibilité d'avoir un nombre d'utilisateurs et de sites de workspace illimité, et nous, on en avait besoin. Aujourd'hui, on a près de 50 workspaces sur SEMJ, plus de 100 utilisateurs, et ça va continuer d'augmenter dans les mois et années qui viennent. La large couverture de pays et de langues, je le disais, on est présent dans 150 pays. Donc, et voilà, SEMJ permet d'adresser 19 langues dans plus de 170 pays. Donc, c'était très intéressant pour nous. Et puis, une expérience utilisateur optimisée justement pour essayer de maximiser l'adoption. Et on remarque aujourd'hui, après 1 an, que sur nos 100 utilisateurs, la moyenne de satisfaction de l'outil est à 4,6 sur 5. Donc,
Donc, super intéressant et super encourageant. Et puis, pour faire le lien sur l'adoption, on réalise aussi énormément de formations. Donc, un training, bien sûr, à la base, puis des formations continues sur les évolutions de l'outil et le partage de bonnes pratiques via ce qu'on appelle des communautés SEO avancées, où on prend un certain nombre de marchés restreints et on va vraiment en profondeur sur les fonctionnalités de l'outil pour le partager après plus largement. Et du coup, c'est quel type de fonction qui utilise SEMJ? Alors, j'imagine les rédacteurs, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, c'est vraiment les équipes digital marketing, Ouais. principalement, et les équipes liées au contenu, en plus Ok. des rédacteurs. Très clair. Très, très clair. Donc après, vous avez un process parce qu'il y a tout cet enjeu international, du coup, d'un point de vue content. Ouais, exactement. Alors, c'est le point le plus compliqué. Et pour avoir discuté avec beaucoup d'organisations comme la nôtre, c'est le point le plus compliqué à craquer, je dirais. Aujourd'hui, faire du SEO, du contenu SEO international, c'est mettre en opposition deux façons totalement différentes de faire. Il y a la partie à gauche où chaque contenu est créé directement par les marchés, sans guidelines ou autres. Donc, chaque marché va analyser et savoir, et définir quel sujet il va créer. Et via l'outil SMJ, on peut optimiser ces contenus-là pour le marché en question. Et c'est très adapté d'un point de vue local. Par contre, chaque marché le fait chacun dans son coin, donc la scalabilité en termes de rédaction est relativement ralentie. Nous, en tant que corporate et siège et centrale, on a une faible maîtrise malgré tout des messages clés d'un marché à l'autre. Les coûts peuvent être relativement élevés. Si on veut scaler, développer ce type de contenu-là dans tous les marchés, ça peut être assez coûteux. Et une coordination relativement difficile si par définition, chaque marché fait ça dans son coin, c'est beaucoup plus compliqué. Et à l'inverse, il y a l'approche master, où là, avec des avantages et des contenus master, ça va être des contenus créés en anglais ou en français, qui vont être ensuite traduits dans l'ensemble de nos différentes langues et ensuite publiés tels quels. Donc alors certes, on a une maîtrise des messages, on peut définir une stratégie centrale bien spécifique. On a une rédaction qui est relativement rapide parce qu'on peut vraiment, avec un contenu, en faire 15, 20, 30 en fonction du nombre de marchés qu'on a. Par contre, on a une faible optimisation SEO parce que de la simple traduction ne suffit pas aujourd'hui. C'est très loin des besoins locaux en termes d'adaptation et la qualité des traductions, parfois, n'est pas si bonne. Donc, ça pose pas mal. Donc, ça, c'est un bon point. Je me permets d'ajouter, Antoine, c'est que sachez que le jour où vous travaillez sur une stratégie SEO internationale, et d'ailleurs Cécile en parlait pour la conférence de Santé Vet ce matin, c'est forcément une question que vous allez poser, c'est-à-dire comment on fait? Contenu locaux, contenu master, et y a-t-il une bonne réponse? C'est pas forcément si simple. Voilà, exactement. Et donc, c'est à quel point, à quel niveau on met ce curseur-là. Et nous, le curseur, on l'a placé à cet endroit-là où l'objectif, c'est de développer la stratégie en centrale. Donc, on analyse les sujets qu'il faut travailler. On valide ces sujets avec les équipes centrales. On définit des guidelines très précises, des do et don'ts, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, les produits à mettre en avant. On définit un flow de structure de contenu, éventuellement titre, sous-titre, et après, on partage cela à nos différents marchés qui, eux, vont rédiger en se basant sur nos guidelines, notre brief venu du central et qui vont intégrer à la fin. Et grâce à ça, on garde un maximum de cohérence entre les contenus, mais l'adaptation et l'optimisation SEO est très forte à la fin. Une colonne vertébrale d'un côté du contenu et la liberté de l'adaptabilité du marché de l'autre. Exactement. Super. Et pour terminer rapidement, créer du contenu, c'est bien. Par contre, quand on doit rédiger et intégrer des centaines, voire des milliers de contenus demain, se pose le problème aujourd'hui, on a énormément de CMS, de plateformes web différentes. L'intégration, c'est relativement coûteux. Aujourd'hui, on est en moyenne à 150 € par page. Donc c'est relativement onéreux. Donc, les solutions qu'on a trouvées aujourd'hui, c'est construire des documentations très précises
CMS par CMS sur je veux faire un contenu SEO qui performe, comment je l'intègre rapidement. Et puis CMJ nous aide via la fonctionnalité d'export HTML qui permet de très vite pouvoir copier-coller le HTML dans les CMS. Et ça fonctionne très bien. Je rappelle qu'il y a 200 sites web, hein, donc d'où la démultiplication notamment des CMS. Ouais, exactement. Et puis je voulais terminer par une petite citation très juste de notre ami John Mueller de Google qui provient de ses conférences où il dit que le succès d'une stratégie internationale repose en grande partie sur la compréhension de l'intention de recherche locale, le comportement des utilisateurs et de la concurrence locale, bien sûr. Et c'est particulièrement le cas sur l'aspect du contenu. Et ça reflète bien l'approche que nous essayons de mener au sein du groupe 7. Bien, un grand merci Antoine. Je vois qu'il y a de nombreuses questions dans le chat. Je vous propose, on fait les 2 autres partages d'expérience, après on fera la session questions-réponses. Merci encore à toi Antoine pour ces précieux conseils. Et puis maintenant, nous changeons d'univers, Thibaut, nous basculons dans l'univers du média. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Unimédia ? Ouais, alors c'est vrai que Unimédia, je pense que c'est un nom qui vous dit peut-être pas grand-chose. Par contre, je sais que Crédit Agricole, ça va vous parler. Voilà, Unimédia, c'est la filiale presse du Crédit Agricole. Et donc, on se positionne autour de plusieurs thématiques, famille, santé, lifestyle, etc. Donc, avec certaines marques connues, que vous connaissez peut-être, Santé Magazine, Parents, Merci pour l'info, anciennement Dossier familial, ou encore Secret d'Histoire. Peut-être que vous connaissez parce qu'il y a Stéphane Bern qui fait son émission à la télé. Vraiment, en quelques chiffres, Unimédia, c'est 160 salariés, 12 marques, 2e groupe de presse en termes de rentabilité et 3 millions de followers sur nos réseaux sociaux. Ça, c'est pour la présentation globale de l'entreprise. Super. Et en termes d'objectifs, d'organisation d'équipe, parce que 12 marques de médias, c'est énorme. Ouais, c'est pas mal, ça fait des belles équipes. Donc évidemment, notre objectif, c'est d'être leader sur les différentes thématiques qu'on vise, donc parents, parentalité, santé, etc. Je vous ai fait une petite mind map parce que je sais que les SEO aiment bien ça, moi le premier. Donc en gros, comment ça se présente ? Bon, on a Unimédia tout en haut, on a notre responsable marketing et digital. Bon, ça, c'est pas moi. Lui, il a sous sa coupe plusieurs secteurs, dont le SEO. Là, ça va me concerner. Donc notre équipe SEO chez Unimédia, c'est le responsable, donc c'est moi. À côté, j'ai un alternant, profil SEO junior, et on a un prestat externe, plutôt techos, pour combler mes lacunes sur le sujet. Et il y a aussi tout l'aspect rédactionnel. Ça, c'est vraiment le cœur un peu nucléaire de chez Unimédia, qui va englober toutes les différentes marques. Ici, je vous ai mis les principales, Parents, Santé Mag et les autres. Et on voit en dessous, Parents, par exemple, il y a, je dirais, une dizaine de journalistes, Santé Mag, une dizaine de journalistes, et les autres 6, ça va faire une vingtaine de journalistes. Et toutes les petites flèches que j'ai mises en vert, ce n'est pas du maillage interne, mais c'est pour expliquer qu'en gros, il faut qu'il y ait une vraie communication entre les différents services. On va voir ça après. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, quand on a autant de journalistes, ça produit énormément. Donc ça, c'est ce qu'on va voir sur la slide suivante, où là, je vous ai mis un petit exemple juste sur septembre 2023. Donc entre septembre 2023 et septembre 2024, pour Santé Magazine, la rédaction a travaillé sur 1247 contenus, rien que sur SEMJ. Donc, ça fait 852 créations et 395 mises à jour. Je dis juste sur SEMJ parce qu'on a aussi toutes les actualités qu'on ne met pas sur SEMJ, mais on doit en produire entre 4 et 6 par jour. Donc, ça vous donne un peu une idée du volume qu'on produit, là, juste pour Santé Mag. Donc, forcément, avec une telle production, il vaut mieux avoir des rédacteurs qui sont bien formés. Et c'est un peu le cas concret que j'ai envie de voir avec vous aujourd'hui. Super. Voilà. Donc, avec une particularité, j'insiste, donc tu accompagnes une équipe rédactionnelle de plus de 40 personnes d'un point de vue SEO. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le partage d'expérience ? Oui, voilà, du coup, la problématique un peu de cette conf, ça va être comment former vos équipes rédactionnelles au SEO. Donc, alors, comment ça marche ? On va voir ça après sur la slide. Nous, ce qui est important, alors peut-être ça va vous sembler évident, vous allez voir pourquoi, mais en fait, ça n'est pas tant que ça. C'est vraiment primordial d'accompagner les nouveaux arrivants dès le départ. Là, par exemple, on a eu les nouveaux alternants qui sont arrivés à la rentrée. On les prend tout de suite et on leur donne les bonnes habitudes. Je vous dis ça, ça vous semble peut-être évident, mais chez nous, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que pendant longtemps, on s'est retrouvé avec des rédactions qui recrutaient de leur côté et du coup, qui n'étaient pas formées. Je vous dis ça parce que ça veut dire qu'il faut une bonne communication entre les rédactions et le pôle SEO. Puisque vous vous en doutez, ce n'est pas le responsable SEO qui fait le recrutement des journalistes de toutes les marques. Donc ça, c'était très important en interne
qu'on ait cette communication, que la rédaction de parents nous dise, voilà, on a recruté tel alternant, est-ce que tu peux le former? Donc ça, c'est évident, mais il faut le mettre en place. Et encore, même aujourd'hui, parfois, il y en a qui passent au travers des mailles du filet. Et ensuite, une fois qu'il y a cette communication qui est faite, il y a 3 pans, on va dire, de formation. Il y a la formation SEO, on va dire, basique. Je vais vous détailler un peu ces 3 formations après. Formation Google Discover et formation SEMJ. Voilà, il y a un peu ces 3 aspects. La première, donc les fondamentaux du SEO, évidemment, ça c'est la première formation que je donne aux nouvelles personnes qui arrivent en interne. Donc, évidemment, qu'est-ce que le SEO? En quoi consiste notre métier? En gros, pourquoi Unimedia me paye? C'est un peu ça le truc. Les bonnes pratiques de base, title, métadescription, le balisage, le maillage interne, le choix des mots-clés. Moi, j'insiste aussi pas mal sur tout ce qui est intention de recherche, l'intention de l'internaute. Ça, c'est vraiment important. Parce que comme vous l'avez vu, on a une grosse production. Donc, parfois, on distribue des mots-clés sur lesquels on voudrait se positionner, mais on n'a pas tout le temps, nous, en tant que consultants SEO, de mettre l'intention à côté. Donc, c'est important que les journalistes soient autonomes là-dessus. On leur donne un mot-clé qui est parfois un peu brut, et eux, ils doivent avoir ce réflexe de le mettre dans la SERP, d'analyser la SERP et de se dire, OK, comment je vais angler mon papier, comment je vais me positionner. Donc ça, c'est important qu'on les forme à être autonomes là-dessus. Et aussi, je fais un petit point sur toutes les erreurs un peu basiques à éviter, notamment oublier de faire des liens vers son nouvel article. Ça, c'est un peu embêtant parce que les journalistes écrivent et après, ils pensent que c'est terminé. Donc, ils ne font pas de maillage vers leur nouvel article. Ça, c'est très, très embêtant et c'est un sujet à craquer. Ce n'est pas si simple que ça. Et compléter sa fiche auteur, ça, je pense qu'on pourra en reparler après. C'est vrai que c'est Unimedia, comme on traite des sujets genre santé, tout ça, Your Money, Your Life, etc., qui demandent une bonne EEAT. Donc, c'est important que les journalistes et les experts complètent leur fiche. J'ai une question pour toi, Thibaut, justement, les nouvelles personnes qui arrivent et que tu formes. Est-ce que c'est des personnes, en fait, qui découvrent le SEO et donc, entre guillemets, tu leur apportes des apprentissages et voilà, c'est nouveau? Ou est-ce que tu as des choses à déconstruire en termes d'apprentissage? Assez souvent, j'ai des gens qui disent oui, j'ai été formé au SEO. Et en fait, dès que tu leur demandes la différence entre un H1 et un title ou qu'est-ce qu'une encre de texte, c'est déjà fini en fait. Donc, assez souvent, c'est vraiment, on a des novices quand même. On part souvent de zéro, mine de rien. Okay. Mais des gens qui savent, qui pensent savoir, d'ailleurs, ça sera important, après on pourra en reparler, le fait de partir sur de bonnes bases, etc. Là, la deuxième formation après, c'est Google Discover. C'est important aussi pour nous. Sur certains sites, c'est presque 50% de notre trafic, mine de rien. Bon, après, c'est très fluctuant, Discover, mais en gros, la formation, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Google Discover? Comment on y accède? Après tout, c'est vrai que tout le monde ne va pas sur Discover. Les bonnes pratiques, c'est vrai que ça joue beaucoup sur le titre et l'image. Alors, on essaye quand même de dire qu'il faut que ça soit un petit peu racoleur, mine de rien. C'est un petit peu le jeu de Discover, sans tomber non plus dans le putaclic, si je peux me permettre cette expression. Ensuite, comment faire une veille intelligente pour trouver de bons sujets? Est-ce que c'est Google Trends? Est-ce que c'est Google Actu? Est-ce que c'est d'autres outils qui existent et qui nous permettent de faire une veille? Donc, tout ça, je leur donne des clés. Et enfin aussi, analyser les performances pour savoir sur quelle thématique on est bon. Donc ça va être plutôt du Google Search Console ou du Piano Analytics, pardon. Évidemment, si on commence à performer sur un truc, on va vraiment s'engouffrer dans la brèche et on va continuer la production. Donc, voilà, c'est tout plein de bons réflexes comme ça que nos journalistes doivent avoir. Et question d'ailleurs, alors qui est souvent une question dans le média, mais d'ailleurs ça peut intéresser d'autres annonceurs, l'effort côté SEO standard versus Discover, comment vous gérez cette partie-là? En fait, pas forcément la même approche, les mêmes résultats. Souvent, ça va se fondre en fait, parce qu'on s'est rendu compte qu'on travaillait beaucoup. Alors nous, on aime bien travailler donc avec les mind maps, tout ce qui est en mode cocon sémantique, etc. Et en fait, évidemment, le fait de travailler en cocon, on traite une thématique un peu de A à Z. Et à force, ça nous permet de rentrer en fait dans Google Discover parce qu'on est identifié comme pertinent sur un sujet. Donc en fait, la stratégie SEO un peu classique, souvent va nous donner du Discover en fait. D'accord. Et donc, vous êtes plutôt sur des contenus evergreen un peu froids que des contenus chauds d'actu dans Discover, c'est ça? En fait, il y a les deux du coup. C'est vrai que souvent, on rentre dans les topics, dans les clusters Discover grâce à nos cocons, nos contenus froids. Mais après, en fait, on identifie qu'on est bon là-dessus. Donc, on fait du chaud aussi dessus. En fait, les deux, du froid, du chaud, oui, pardon. Et du coup, les deux se portent en fait. Donc, voilà. Super. Et enfin, voilà, la troisième formation, forcément, c'est SEMJ, parce que mine de rien, SEMJ, ça fait depuis 2019 qu'on l'utilise, donc c'est notre outil principal. Quasiment tous nos contenus passent par cet outil, sauf les actus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, à quoi ça sert? Pourquoi on l'utilise?
comment construire un contenu grâce aux recommandations de l'outil. Ça, évidemment, c'est primordial. Ce qui est primordial également, ce sont les erreurs à ne pas commettre. Et là, c'est un peu le côté réassurance des journalistes, en leur disant, il ne faut pas suivre aveuglément tout ce que nous dit CMJ. Parfois, il y a des recommandations, elles ne sont pas bonnes à prendre. Vous restez maître de votre contenu. Donc ça les rassure. On ne leur prend pas leur métier, ce n'est pas l'outil qui va écrire pour eux, etc. Donc là, vraiment, ça, c'est primordial. Et aussi, comment utiliser l'extension, puisque vous avez aussi une extension CMJ qui peut être bien utile. Donc, voilà pour l'information. Ça, je trouve, c'est un point très important de manière générale pour tout outil. Les outils vous donnent de la data, mais en tant que rédacteur journaliste, dans la data, il y a des choses intéressantes, des choses qui le sont moins. Et on ne rédige pas pour un moteur de recherche, on rédige pour une audience, on le rappelle. Donc, l'humain est le pilote dans l'avion. C'est extrêmement important. D'ailleurs, Thibaut, autre question. Souvent, moi, j'ai la question de médias qui me disent « Ah bah tiens, oui, mais le SEO, côté journaliste ou rédacteur, on ne sait pas trop s'ils vont vouloir utiliser un outil, etc. » C'est quoi pour toi le conseil à donner pour aider dans ce sens-là? On aide, on n'impose rien. Voilà, c'est vraiment le mot d'ordre, c'est de dire vous voulez être lu, c'est un peu votre. Vous écrivez pour être lu, on va vous aider à être lu, mais on ne vous impose rien. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre, selon moi. Très intéressant. Et donc, pourquoi on fait ainsi quand je parle de la formation, etc., direct, c'est pour que les journalistes, les nouveaux arrivants soient immédiatement directement dans le bain, comme ça ils évitent de prendre des mauvaises habitudes. Ça fait un très gros gain de temps aussi pour nous derrière le SEO. Parce que, alors on parle souvent, ça va de dette technique, on peut aussi parler de dette éditoriale, parce que c'est vrai que quand des journalistes arrivent, ils ne sont pas formés, ils écrivent des articles et que derrière, nous, on doit repasser dessus parce qu'il faut faire le maillage interne, parce qu'il faut faire le balisage, etc. Ça nous prend beaucoup de temps. Je pense que mine de rien, ça peut être un peu vexant pour les journalistes aussi qu'on retape leur contenu. Donc voilà, tout ça, c'est évidemment très important et ça amène au troisième point, qui est les bonnes perfs. C'est-à-dire que des contenus qui sont bien écrits directement SEO-friendly, ils vont avoir de meilleures performances sur Google, ils seront mieux positionnés, donc les journalistes seront plus lus, ils seront plus contents et ils adopteront mieux l'outil. Voilà, tout ça, c'est un petit cercle vertueux. Et juste alors, pour finir, dernière slide, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, du coup, mes petits conseils pédagogiques en plus. Le SEO, ce n'est pas une contrainte, c'est une aide. Donc voilà, ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais voilà, c'est pour que les journalistes soient plus lus. On n'impose rien, je le répète. C'est pareil pour CMJ, ce n'est pas une contrainte, c'est une aide. Là, il y a un vrai travail de sensibilisation à faire. L'outil donne des idées. Tout n'est pas bon à prendre. Il faut faire un vrai tri. Vous restez maître de votre contenu, etc. Ça, on en a déjà parlé. Et je vais juste appuyer un tout petit peu sur le dernier point avec un exemple concret. Prendre le temps d'expliquer le pourquoi plutôt que d'imposer des consignes abstraites. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, avec le maillage interne. Pendant longtemps, chez Unimédia, la consigne est restée un petit peu vague. C'était voilà, vous faites des liens vers des pages, en gros, dans le même univers, quoi. C'est pas faux comme consigne, mais c'est un petit peu vague. Donc, je pense que maintenant, il faut trouver un juste milieu entre la consigne vague, la consigne trop technique aussi, avec les équations du PageRank, etc., des trucs un petit peu trop complexes. Donc, maintenant, je me situe plutôt au milieu en essayant d'expliquer quand même, parce que les journalistes ne sont pas idiots, ils peuvent comprendre certains concepts de glissement sémantique, de surfeur raisonnable, etc. Donc, leur expliquer, voilà, vous faites un lien. Imaginez, vous, maintenant, en tant que lecteur, vous faites ce lien. Est-ce que vous voudriez cliquer pour aller sur l'autre page? Est-ce que ça vous semblerait cohérent, en fait? Donc, quand je leur explique, en fait, le fonctionnement de la transmission de popularité, de link juice, etc., en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut quand même réussir à le vulgariser un peu. Mais ça permet aux journalistes de mieux comprendre pourquoi ils doivent faire ceci ou cela. On ne les prend pas pour des idiots. Ils peuvent comprendre des choses. Et voilà, le but, c'est vraiment trouver un juste milieu, ni trop abstrait, ni trop compliqué. Voilà. Super. Merci Thibaut pour tes précieux conseils. Bravo encore pour les super performances, notamment dans un secteur EAT, on le rappelle, notamment la partie santé. Et d'ailleurs, je note, il y a un point commun avec Antoine côté groupe SEB, cet enjeu de communiquer avec les différentes parties prenantes dans l'entreprise, puisque le SEO n'est pas l'affaire d'une personne. Il y a une interdépendance avec de nombreuses autres fonctions et un enjeu du coup de vulgariser, de bien expliquer les sujets. Donc, extrêmement intéressant. Et puis maintenant, je vous propose qu'on passe au duo de choc. Marion, Anthony, les Furets. Et vous allez attaquer un sujet qui n'est pas si simple d'ailleurs.
et j'ai hâte, je vais vous avouer. Mais cependant, avant, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les furets? Oui, bien sûr. Donc, les furets, on a un comparateur qui a été créé il y a une douzaine d'années, avec comme produit phare l'assurance auto. Et depuis, on se diversifie sur ce qu'on appelle nous, les dépenses contraintes, donc les dépenses obligatoires d'un foyer, donc les assurances, fournisseurs d'énergie ou produits financiers. Et donc, qui dit diversification dit beaucoup de produits à traiter. Donc, c'est la slide suivante, celle-ci, ce qui nous a amené à nous organiser par vertical et par binôme avec l'équipe contenu. Et d'ailleurs, coucou aux équipes, je pense qu'ils nous regardent. Et bon anniversaire, Quentin. Bon anniversaire, Quentin. Donc, très intéressant cet orga, hein, duo par thématique, expert SEO, expert content. Exactement, parce que ça permet de conserver une expertise par verticale qui est complètement différente entre l'auto, la santé, etc. Okay. D'un point de Et vue, comme ça, quand vous avez une thématique qui flanche, il y a un duo, il y a un binôme, ça barde pour eux, quoi, du coup. ouais, ça tire les oreilles. Je rigole. Vous n'avez que de la croissance. Alors justement, quel est le sujet que vous avez choisi et pourquoi? C'est simplement la préparation d'un budget. Pourquoi? Parce qu'on est une entreprise où les dépenses sont regardées de près, on a des enjeux de rentabilité, donc c'est important d'identifier le potentiel et le budget nécessaire pour aller chercher ce potentiel. Super. Ça se passe comment du coup? Donc il y a quelques étapes qui sont assez simples finalement. La première, qui ne parle même pas d'ailleurs du tout de SEO de contenu, c'est qu'est-ce que propose l'entreprise, qu'est-ce que veut le business, quelles sont les priorités business. Donc nous on parle de produits, donc exemple assurance auto. Et après, une fois qu'on priorise ces produits, on va valider en collectif les sujets importants pour ces produits-là, pour ne pas s'égarer. Et une fois qu'on a ces sujets en tête, on peut travailler des projections de position et de business à aller chercher, donc un potentiel à aller chercher derrière ces thématiques. Super. Et donc, vous allez nous partager cette méthode. Moi, je trouve que c'est super important qu'on l'ait tous en tête. Il faut comprendre que le contenu, c'est un investissement et l'enjeu, c'est le retour sur investissement. Vous allez voir, la méthode, elle est assez incroyable. Nous, le premier conseil qu'on peut donner, c'est de rester lucide en fait sur ce qu'on est capable de faire en fonction du budget qu'on a et de l'équipe qu'on a. Sur notre site, on vend une trentaine de produits. Pendant longtemps, on a voulu tous les couvrir en SEO. Chaque fois qu'on lançait un produit, c'était surtout effectivement le SEO qui était attendu sur ces nouveaux produits. On a essayé, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas. On peut pas être partout, on ne peut pas tout faire. Donc, on a demandé à notre direction de choisir ses priorités et nous donner. Donc, on a des produits principaux maintenant sur lesquels on travaille en interne, des produits secondaires qu'on travaille, mais un peu moins et qu'on externalise, et des produits qu'on ne travaille plus du tout. Oui, aussi. J'allais m'arrêter. By the way. Oui. Et ça s'arrête là. J'ai fini, merci. Non, sur le même principe, il y a aussi des thématiques effectivement à choisir. Nous, par exemple, on vend de l'assurance auto. On peut vite s'égarer en assurance auto, on peut vite se mettre à parler d'équipement, d'essuie-glace, de vidange. Nous, on reste persuadé que quelqu'un qui vient d'acheter une voiture, il va commencer à chercher une assurance auto, mais il ne faut pas non plus s'égarer sur les thématiques qui parlent des voitures. Et là aussi, il faut faire des choix et garder que les thématiques qui sont vraiment business, génératrices de business chez nous. Et donc, effectivement, une fois qu'on a nos produits prioritaires, les thématiques autour de ces produits, on peut identifier les termes intéressants sur lesquels on se doit d'être positionné en tant que comparateur. Et donc là, il y a une phase de projection d'hypothèse qui a 3 volets. Le premier, c'est quel trafic on peut aller chercher sur ces mots-clés-là. Donc, on a une approche, nous, qui, en premier lieu, prend une évolution de position par tranche. Donc, on a le petit tableau sous les yeux. Par exemple, je suis dans la P6, P10 aujourd'hui, demain je serai P5, etc. Le but, c'est d'éviter la situation utopique. On va se dire, on va être P1 partout, ce qui peut générer tant de trafic. On sait tous que être P1 partout pendant une grosse période, c'est très rare, voire impossible. Et donc là, c'est par tranche. Donc là, par exemple, le mot-clé comparateur assurance auto, très important pour nous. On se dit aujourd'hui, on est P10. On fait une hypothèse qu'à 12 mois, on sera P5, par exemple. Pourquoi? Parce que d'ici 12 mois, on aura retravaillé nos contenus, créé des contenus, fait du maillage, du linking, etc.
Donc, on fait une projection à 12 mois et après, on applique à cette projection un taux de clic Google, c'était juste avant pour terminer, par position, qu'on connaît tous. Alors après, une bonne source plus précise peut-être, c'est la Search Console qui concerne vraiment nos mots-clés, notre site, mais il y a plein d'études qui donnent des moyennes. Et le fait d'appliquer cette évolution par tranche avec un taux de clic, ça donne un estimatif de trafic. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est la slide suivante, c'est un estimatif de business. Une fois que je connais mon trafic estimé, mon potentiel estimé en termes de trafic, je sais avec quel type de page je vais aller le chercher. Typiquement, la comparaison d'assurance auto, c'est une page business pour nous. Et nos pages business ont un très bon taux de conversion. Donc, on applique ce taux de conversion à notre trafic. Ça nous donne une volumétrie de lead. Et on connaît en interne nos revenus par lead. Et on peut faire un calcul de chiffre d'affaires potentiel à aller chercher sur certaines thématiques. Donc ça, ce travail-là nous donne une poche macro, une poche maximale à aller chercher. Et on applique un dernier volet qui est plutôt une précision mensuelle sur nos projections. Donc, on fait des plans à 12 mois. Donc, la première technique, entre guillemets, c'est de s'intéresser à la saisonnalité. Si on prend, par exemple, le ou les top mots-clés d'un produit, on peut regarder les variations de volume de recherche sur l'année et ça permet de se dire, bon, bah, sur l'auto, par exemple, on s'attend à faire plus en janvier qu'au mois de mai, par exemple. Et le dernier petit volet de précision, c'est on se met une contrainte d'atteinte du potentiel qu'on a estimé, parce qu'on sait très bien que le potentiel maximum n'est pas atteint dès le premier mois. Il y a un temps de prise en compte par Google, le temps de faire les contenus, le temps de les mettre en ligne, etc. Et donc, on peut lisser un pourcentage d'atteinte sur l'année. Et ce qui est intéressant, c'est que cette inertie, on peut la faire bouger selon la concurrence, la facilité du sujet, etc. Donc là, l'exemple qu'on a sous les yeux, c'est on atteint 100% au mois de mai, mais si c'est un petit produit, très peu de concurrence, on peut se dire qu'on va l'atteindre au mois d'octobre ou au mois de novembre, par exemple. Et à partir de là, pour le budget content est hyper facile à faire. Moi, je travaille avec des prestats que je facture au mot. Donc, une fois que l'équipe SEO a défini à peu près le nombre on reste sur du gros smile, mais à peu près le nombre de contenus dont ils auraient besoin, on sait pour chaque contenu le nombre de mots à peu près dont on a besoin pour être concurrentiel. À partir de là, on sait combien vont nous coûter nos nouveaux contenus sur l'année. Pour les optis, nous, on a choisi de garder les optis en interne. Donc, elles sont gérées par l'équipe interne et via CMJ notamment. Mais à partir de là, on a une vision des forces dont on a besoin et du budget dont on va avoir besoin pour développer la stratégie SEO. Et d'ailleurs, en général, votre ratio entre l'effort pour les nouveaux contenus versus l'optimisation de l'existant, on est sur quel ordre de grandeur? Ça dépend des années. Il y a des années, il y a des périodes où on a besoin de beaucoup de contenu. Je dirais, cette année, on est plus sur de l'opti. On serait sur 70-30. 70 opti, 30. Parce qu'on a un site avec beaucoup de contenu qu'il faut mettre à jour et optimiser régulièrement. Ok. Et il y a eu d'autres années, notamment quand vous attaquez des nouvelles thématiques où là, il y a beaucoup plus de nouveaux contenus. Ouais. Ok. Et de mémoire, il y a un sujet où vous appuyez sur l'externe pour les nouveaux contenus, mais en interne, les rédacteurs en interne, ils sont là aussi pour relire ces nouveaux contenus, les bonifier, etc. C'est ça? Les intégrer, ouais. Ok. Top. Et donc, ça donne quoi à la fin, le budget content SEO? Ça donne des beaux tableaux. Non, en fait, c'est beaucoup d'Excel derrière, mais grosso modo, ça permet d'avoir une vision assez concrète d'un potentiel, de quelle part de ce potentiel on peut aller chercher et d'associer les coûts et les revenus associés. Si je prends l'exemple d'une thématique où je pars de zéro, avec mon listing de mots-clés et mes projections, j'estime que j'ai 12 000 leads à aller chercher, donc 1000 par mois. 1000 par mois, c'est très mécanique, donc si on applique une saisonnalité, on se rend compte que ça peut varier d'un mois à l'autre. En plus de ça, on a une inertie de Google qui peut être plus ou moins longue selon la concurrence. Donc là, par exemple, on se rend compte que finalement, sur 12 mois, on pourrait aller chercher que 40% de ce potentiel. Donc ça permet déjà de se situer un petit peu en termes d'attente et de revenus auprès de la direction. Et après, ça nous permet de calculer les leads à aller chercher sur l'année. Donc, avec notre revenu par lead, le chiffre d'affaires qu'on peut aller chercher. Et si on sait qu'on a besoin de faire X contenu à raison de tant de contenu et tant d'euros par contenu, là, on voit par exemple que sur les premiers mois de l'année, donc de juillet à octobre, on ne serait pas rentable parce que les contenus coûteraient plus cher que de lancer la machine. Et par contre, avec le temps, les contenus commencent à se positionner, à faire du trafic, à faire du business. Et on se rend compte que lisser sur une période de X mois, à terme, ça devient rentable. Et donc, ce qui est super intéressant, notamment dans ce tableau de budget,
En effet, on voit qu'au début, les premiers mois, on investit, donc on perd de l'argent. Après, ça rapporte de plus en plus. Et ce qui est d'autant plus intéressant, et j'imagine, c'est un sujet de discussion avec votre direction, c'est aussi de dire, en année 2, en année 3, l'investissement est fait et ça rapporte, j'imagine. Oui, c'est ça, c'est que des thématiques où on part vraiment de rien sur des niches très concurrentielles, on pousse au maximum le message que le départ va être assez compliqué, entre guillemets, parce qu'on n'est pas premier du jour au lendemain, quoi. Donc, c'est pas mal de com en interne aussi au départ. Ouais. On revient encore sur les sujets de com. Bon, et alors Marion, comment on devient influenceuse grâce au SEO? Non, en fait, dernier conseil, c'est que quand on nous demande de faire un budget, on nous demande souvent aussi d'essayer de faire des économies. Donc, le conseil, c'est de recycler. Recycler vos contenus. Les guides qu'on fait pour le SEO, c'est des guides experts très, très pointus avec beaucoup de recherches dessus. Une fois qu'ils sont faits, on peut les décliner en plein de formats différents pour alimenter les autres canaux. On peut vite, facilement faire une actu pour Google Actu et Discover. On peut les partager dans les communications avec les clients comme les newsletters. On peut en faire des vidéos pour le site. On peut en faire des petits motions pour les réseaux sociaux et des vidéos face cam pour la story. Voilà. Génial, génial. Comme quoi le SEO nous amènera peut-être tous vers TikTok. Eh bien, un grand merci Marion, Anthony, pour ces précieux conseils. Alors, je vois qu'il nous reste seulement 4 minutes. Merci à tous les 4, puisque vraiment, je trouve Merci. le contenu était vraiment top. Et je vais avoir la dure tâche. Alors, est-ce que vous préférez sélectionner chacun une question peut-être ? Celle qui vous plaît, il y a le petit bouton plus côté onglet questions pour voir la question en grand. Comme ça, je voulais choisir chacun une question qui… Mais juste seulement une, hélas, parce qu'il nous reste 3 minutes. Moi, je vois comment estimez-vous les taux de conversion par produit, les nouveaux comme les anciens. En fait, c'est nos données internes, c'est tout le tracking qu'on a. On connaît nos taux d'entrée dans les tunnels, les taux jusqu'à la complétion d'un tunnel, etc. Donc, ça nous permet d'avoir des chiffres assez précis de ce point de vue-là. Et pour des nouveaux produits, on fait parfois des phases de test avec du SIA. Donc, on va faire de l'annonce pendant une période, voir un peu le taux de conversion. Et ça permet de… Voilà. Ce n'est pas une science exacte, je tiens à le dire, mais ça permet d'avoir une bonne représentation macro de ce qui peut être fait. Ouais, cette matrice que vous avez partagée dans la slide, où on voit par thématique et par type de page les taux de conversion, je la trouve vraiment ultra utile. Je vous invite à reproduire chez vous. Thibaut, quelle question as-tu choisi? Qu'est-ce qui se passe si je clique sur le plus, là, le petit plus vert? Ça va être super beau, regarde. Allez, test. let's go. Allez. Waouh, super. Donc, que faites-vous des articles chauds, très discrètement une fois que le temps est passé? Alors, soit on les laisse mourir de leur belle mort, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils finissent dans nos archives, on n'y touche plus, soit ça crée des problèmes de cannibalisation avec des articles froids. À ce moment-là, on peut l'identifier et on fait une redirection 301, tout simplement. Ça peut être l'ancienne actu qui est redirigée vers l'article froid sur lequel on souhaite se positionner. Donc voilà, soit on le laisse mourir, soit il y a redirection parce que ça pose problème. Donc c'est plutôt du cas par cas. Et juste quand tu dis redirection, le contenu de l'actu chaude, tu le réintègres d'une manière ou d'une autre ou Parfois, pas dans le contenu froid? là, c'est aux journalistes de décider. C'est-à-dire que moi, je leur dis, voilà, il y a un problème de cannibalisation. À vous de voir si ce qui est dans l'actu, c'est de l'actu forcément, donc parfois c'est plus pertinent. Donc là, c'est aux journalistes de décider si oui ou non ils vont intégrer un bout de l'actu dans le contenu froid. Souvent, je leur dis de le faire parce que du coup, ça fait d'une pierre deux coups, ça nous permet de faire une mise à jour de l'article froid. Donc ça, c'est intéressant. Mais là, encore une fois, ça dépend, c'est la bonne réponse du SEO, ça. Donc c'est vraiment du cas par cas. Et c'est les journalistes qui tranchent. Sublime. Antoine, as-tu choisi ta question avec le bouton plus magique? J'en ai choisi une sur l'IA. Avez-vous déjà testé d'implémenter une campagne full IA, par exemple, pour le référencement naturel SEO? Alors, je vais parler du contenu, on est ici sur du contenu. On a testé de créer des contenus 100% IA avec SEMJ. Et on demandait un simple ajustement, fine-tuning à la fin par nos équipes marché, mais on a été capable de créer des contenus IA en polonais. Moi,
moi-même ne parlant pas polonais, ou en italien ou dans d'autres langues, où les contenus ont été validés à 98% par les équipes locales. Donc, super intéressant, super pertinent. Par contre, la guideline, c'est vraiment, il faut toujours relire, il faut toujours apporter de la valeur ajoutée, parce que c'est en apportant cette valeur ajoutée, en correspondant aux critères EA de Google, et en apportant de la richesse d'informations, que ces contenus vont performer. Et c'est vraiment là la guidelines à garder en tête au final. Génial. Merci Antoine. C'est super transition, hein. On rappelle, l'IA, c'est un outil pour augmenter, aider à gagner en productivité, en idéation. Il faut un pilote dans l'avion, c'est l'humain, le rédacteur, le journaliste. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment un sujet très important. Et puis, allez, après, j'arrêterai avec l'autopromo. Mais voilà, on vient de lancer AI plus Brain Voice pour aussi augmenter vraiment le niveau d'engagement des contenus générés par l'IA en reproduisant le ton de marque. Donc, on vous invite à tester. Je sais qu'il y a beaucoup de clients là qui nous regardent et on a hâte d'avoir vos retours. Voilà, un grand merci à vous quatre pour ces précieux conseils. J'espère que côté audience, vous avez bien aimé ce nouveau format. Je sais, nous n'avons hélas pas pu répondre à toutes les questions. Cependant, n'hésitez pas à contacter Marion, Anthony, Thibaut, Antoine sur LinkedIn. Ils se feront un plaisir de répondre à vos questions. Encore merci à tous. Merci. Et prochaine conférence, du coup, si on jette un œil, elle a lieu dans 9 minutes pour être très précis. Ce sera une conférence sur comment optimiser votre web performance, notamment face aux contraintes RGPD. Donc, on le sait, hein, la web performance, c'est un enjeu de conversion, de CRO, d'UX, de SEO, donc sujet très important. Et donc, on fait une petite pause de 8 minutes et on se retrouve tous ensemble à 15h30. Merci encore à tous. À très bientôt.